Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Le Plus, l'émission qui donne la parole aux acteurs de l'actualité iséroise. En juin 2024, le village de la Bérarde en Oisans a été en partie détruit par une crue subite et violente, une catastrophe naturelle qui n'a heureusement pas fait de victimes grâce à l'intervention efficace du service de secours en montagne et au courage d'un membre de la CRS Alpes qui a risqué sa vie pour en sauver deux autres. Damien Fillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes brigadier chef au sein de la CRS Alpes de Grenoble, l'une des deux structures qui gèrent le secours en montagne. Le 21 juin 2024, vous vous êtes retrouvé en première ligne dans un sauvetage très périlleux à la Bérarde en Oisans. Pour ce sauvetage, vous avez fait preuve d'un courage assez engagé. Vous avez reçu il y a quelques jours la médaille de l'engagement au cours d'une cérémonie qui est sous l'égide du ministère de l'Intérieur. J'imagine que ça fait plaisir d'être reconnu pour son travail? Alors oui, tout à fait. Bon, j'étais pas tout seul sur ce secours. J'étais avec mes collègues et les membres de l'équipage de la sécurité civile du Dragon 38. Et effectivement, cette médaille remise par la mutuelle de la police générale, c'est une reconnaissance de ce que j'ai fait ce jour-là, mais aussi de tous les collègues qui ont participé de près ou de loin à ce secours, parce que moi, je suis le bout de la lance de l'action de secours. Avant que je puisse faire ça, derrière, il y a eu toute une série de décisions, d'engagements, etc., de réflexions pour que je puisse aller porter secours à ces deux personnes. Vous la portez pas mal, je ne sais pas comment on l'appelle. C'est un béret. C'est un béret, bon. Alors, on va revenir sur ces faits, le 20 et 21 juin 2024. C'était dans la nuit des trompes d'eau qui se sont abattues sur la vallée du Vénéon en Oisans, à tel point qu'au petit matin, la situation est très chaotique. La rivière, on le voit sur ces images, est complètement sortie de son lit et menace des habitations. À quel moment vous avez été sollicité ? Alors nous, ça a commencé tôt ou tard dans la nuit, ça dépend comment on le prend. C'est vrai qu'on est appelé vers 1h ou 2 du matin, comme quoi la rivière de le Vénéon était en crue, donc commençait à submerger le pont, et ça c'est quelque chose qui arrivait de manière assez classique avant. Donc on sait que quand ça arrive, il va falloir évacuer les habitants qui sont coincés d'un côté du village, de l'autre côté. Donc nous, c'est vrai, quand on décolle, on est parti plutôt sur un tempo tranquille, c'était ça, évacuer une centaine de personnes d'une rive à l'autre pour qu'ils puissent évacuer le village. Sauf qu'au fur et à mesure du décollage, du vol du moins, quand on remonte la vallée de la Romanche, etc., on se rend compte que le niveau d'eau, moi ça fait 20 ans que je suis dans la région, je ne l'ai jamais vu aussi gros, c'était le Mékong, clairement, ouais. Et tous les affluents annexes des sommets latéraux étaient gonflés, et plus on remontait vers la Bérarde, plus on sentait que c'était énorme, et quand on est arrivé sur le village, on était dans un espèce de pic de crue où là, c'était la vision, les maisons qui s'effondraient, se coupaient en deux. Il y avait des voitures, des véhicules, les phares allumés qui partaient en tonneaux dans la rivière, des cuves de gaz qui se faisaient déterrer et qui flottaient. Enfin bon, c'était pas du tout la petite opération. Il fallait évacuer 100 personnes à droite pour la gauche, quoi. Quand on connaît les lieux, parce qu'en plus, les secours en montagne possèdent un camp de base avancé tout l'été à la Bérarde, donc j'imagine que c'est un endroit que vous connaissez presque par cœur. Oui, donc nous, les CRS, on n'y était plus depuis 2-3 ans, mais j'y ai travaillé quelques années avant que notre poste à nous ferme, et on connaissait par cœur. C'était le petit village atypique de haute vallée de montagne, où il faisait bon de se balader avec les enfants pour aller faire de la petite escalade ou partir plus loin, faire des courses d'envergure. Comment on gère les priorités quand on arrive sur une scène de chaos comme ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous dites qu'il y a du monde à évacuer, il y a beaucoup d'incertitudes sur ce qui se passe. Quand on est arrivé sur place, on n'était pas sans renseignements, parce qu'il y avait des collègues du PGHM qui étaient au sol, qui, eux, avaient passé la nuit dans le village, parce que le lendemain, ils allaient faire des visites de contrôle de refuge. Donc en fait, eux, avec l'adjoint au maire, avaient évacué le village en plein milieu de la nuit, voyant que ça débordait trop. Ils ont fait mettre en sécurité 99% de la population du village sur les berges. Donc c'est vrai qu'eux, à la radio, nous ont guidés sur notre première approche. Mais très rapidement, il y avait une berge où il n'y avait pas de secouristes du PGHM, et ces gens-là n'arrêtaient pas de nous pointer du doigt une maison. Donc là, on a pris la décision de déposer le collègue avec qui j'étais, Alexandre, pour qu'il aille au renseignement. Pendant ce temps-là, nous, on a fait une rotation prioritaire sur une gardienne de refuge qui était enceinte, qui n'était pas loin du terme, donc il fallait la descendre, parce qu'on avait cette contrainte météo aussi, le plafond nuageux descendait. Donc il y avait un peu tous ces paramètres à prendre en compte. Et le temps qu'on fasse ça, qu'on évacue aux Deux Alpes et qu'on revienne, là, Alex nous a dit qu'au comptage, il manquait 2 personnes et que c'était sûr qu'ils étaient dans cette maison, parce que dans la nuit, ils avaient éclairé avec leur lampe de poche, etc., jusqu'à ne plus avoir de nouvelles.
Sauf que nous, dans l'approche, quand on voit cette maison du ciel, c'est revêtu d'un bac acier, le toit. Donc c'est une tôle qui est impénétrable, sauf des moyens spécifiques comme disqueuse, etc. On se dit, bon, on évacue une première noria de victimes prioritaires qui sont sur les berges, on va aux Deux Alpes, on prend une disqueuse et on revient. On fait ça, on n'a pas de disqueuse, on revient, et le temps qu'on se dise, mais comment on va faire? Là, c'était une crue de lave torrentielle, c'est des blocs, des matériaux qui sont charriés, etc. Donc au moment où ils s'amassent, ils font un barrage, et hop, le flux dévie. Donc c'était une crue qui bougeait. Et par le jeu du hasard, ça a dévié, c'est arrivé en plein sur cette maison à un moment donné, ce qui a fait sauter le bac acier. Donc là, on avait accès au revêtement en bois du toit, donc là, qui était pénétrable. Donc on a récupéré une massette dans le village, et là, on m'a descendu et j'ai commencé le secours. Alors on va voir ces images impressionnantes. Vous êtes tout en bas. Alors ça, c'est la maison, hein, oui, ou en tout cas ce qu'il en reste. Oui, exactement. Alors là, j'ai déjà fait le trou et j'ai fait le contact avec les gens, a priori, pour leur enfiler des culottes d'évacuation de treuillage. Donc c'est des espèces de triangles en bâche qu'on passe deux bras et au milieu des jambes, qu'on réunit avec un seul mousqueton central. Donc en fait, la difficulté, c'est qu'au début, j'ai fait un petit trou. Je me suis dit, bon, je vois si il y a des gens ou s'il y a personne, ou s'il y a des gens malheureusement décédés. Je m'en vais le plus vite possible, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai dû me décrocher du câble de l'hélicoptère, au début avec le mécanicien de bord, c'est lui qui avait aussi bien insisté pour que je descende, parce que dans son passé de militaire, à Djibouti, quand il avait fait des crues comme ça, il était plongeur sauveteur à l'armée, il avait sauvé plein de gens comme ça, en tapant les toits. Par le toit. Par le toit. Il m'a dit, mais fais-le, tu vas voir. Parce que là, on réfléchissait au début en médecine de catastrophe. On disait, on sauve les vivants et après, on voit ce qui se passe. Il m'a dit, vas-y, ils sont en sécurité, les autres sur les berges, on fait ça. Bon. Et c'est là où, quand j'ai fait le petit trou, j'ai vu effectivement les deux personnes accrochées aux poutres. Et quand j'ai fait le trou, je me suis décroché du câble parce que la maison vibrait et que ça tapait avec le bac acier, avec le souffle rotor, ça venait taper le câble, donc après, ça le rend inopérant. Donc j'ai dit, ok, je fais ça rapidement et après je m'en vais. Sauf que quand j'ai mis la tête, j'ai vu les deux gens qui étaient accrochés aux poutres du toit de la maison, avec la rivière qui passait dans la maison, parce que ça avait troué la maison, et qui disait, aidez-nous, au secours. Donc là, pas la même. Tout de suite, bien plus de motivation à aller encore plus vite. Et du coup, j'ai agrandi le trou, qu'on voyait bien à l'image. Et après, c'est vrai que je me suis un peu pendu. En fait, le bac acier, c'est un revêtement de tôle qui a des nervures. En fait, j'ai pris une nervure dans la main, une autre par le talon. C'est une prise d'escalade, un crochet de talon. Je me suis pendu comme ça, main et pied, et j'ai réussi à leur enfiler les culottes d'évacuation de treuillage. Et après, un par un, je leur dis, bon, vous allez vous jeter dans le vide, parce que forcément, quand j'ai fait le trou, ils n'étaient pas à l'aplomb. Voilà, on voit ma main droite qui accroche la nervure. Je fais, vous êtes prêts à la une, à la deux, un par un. Ils sautaient comme ça, au-dessus de la rivière dans la maison, et après je les ai tirés sur le toit, et concomitamment le mécanicien qui était en stationnaire au-dessus de moi m'a envoyé la boule de treuillage dans la main, et clac, j'ai accroché la première, elle est partie, et on a fait pareil avec la deuxième. Et 5 minutes après, il n'y avait plus de maison, elle était sous les flots. Donc elle a décru, elle est encore debout la maison, mais elle s'est fait intégralement recouverte de cailloux après, quoi. Un hélitreuillage in extremis, j'ai envie de dire, c'était pas possible de toute façon de treuiller les deux personnes en même temps. Déjà, moi... On vous voit là, enfin en tout cas on voit une des... Ouais, ça c'est la fin, c'est moi qui remonte avec là, c'est le deuxième, ça c'est la deuxième victime. Non, on ne peut pas treuiller les deux, déjà parce que moi je ne peux pas évacuer les deux en même temps. Là je les ai tenus à bout de bras sans sécurité, rien. Déjà je ne sais pas comment j'ai fait pour les tenir, parce que en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'en dessous d'eux, 2 mètres plus bas, il y avait la rivière qui passait avec un siphon qui passait par la porte d'entrée. Donc si je lâchais, c'était bon, voilà, ils étaient plaqués. Et non, ça a été rapide. Je crois qu'on a fait 7 minutes de stationnaire à partir du moment où je suis descendu et où je suis remonté. Donc ça a été hyper rapide, mais en même temps, il ne fallait pas bien plus parce que d'une, il y a une maison au-dessus qui s'est écroulée, qui est venue percuter la maison sur laquelle j'étais. Et après, le niveau a tout recouvert. Alors 5 minutes après, la maison qui disparaît. Dans un film catastrophe, on aurait dit les scénaristes, ils ont un peu exagéré. Là, c'est la réalité. J'avoue qu'on évacue les deux personnes, on récupère quelques autres pour optimiser notre rotation aux Deux Alpes, pour pas partir machine à moitié vide. On les pose, on fait du kérosène à l'Alpe d'Huez. Et là, je croise des collègues de Modane qui arrivaient en renfort. Et ouais, c'est vrai, ils m'ont dit, mais t'es tout blanc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que j'étais comme ça. Je suis voilà, j'ai fait un truc, il faut pas le refaire trop souvent dans sa vie. Et après, de toute façon, il faut tout de suite se remettre dans le mode on, parce que derrière, il y avait encore une centaine de personnes à évacuer. On était jusqu'à 3 hélicoptères de la sécurité civile sur zone à faire des rotations. Plus après, aller vérifier des villages isolés en aval de la Bérarde, des refuges, etc. Donc on a fait encore 6 à 8 heures d'hélicoptère derrière. Je n'ai plus les chiffres exacts. Mais... Quand on est dans cette situation-là, dans les 7 minutes d'action, on pense au risque qu'on prend ou c'est plus tard que ça revient?
Bon, c'est un peu plus tard, mais c'est que surtout, moi, dans ma tête, le scénario était clair. Je fais un petit trou, je vois qu'il n'y a personne ou je vois qu'il y a 2 personnes décédées, parce que l'état de la maison, elle ne laissait pas présager à ce qu'il y ait 2 personnes vivantes, et puis je remonte. Puis à partir du moment où j'ai vu qu'ils étaient vivants, bon, c'est assez difficile de dire non, on ne peut rien faire, je m'en vais. C'est un peu comme la pratique d'un alpiniste quand il passe sous les séracs. Il dit bon, il y a un risque, il est là, le sérac, mais je vais vite, je m'arrête pas et la probabilité fait que ça va passer. Il y a un espèce de feeling à l'engagement quand on pratique l'alpinisme. Tout le monde connaît ça, quand on commence à grimper au-dessus du point, les protections, etc., comment on sent. Le mode du jour, etc. Et puis aussi, j'avais les collègues en radio dans le casque qui me tenaient au courant de la montée de la crue, etc. Et j'avais le backup de la boule d'élitreuillage qui était vraiment pas très loin de moi. Si jamais vraiment tout capotait, ils m'envoyaient la boule. Moi, j'étais en sécurité. Voilà. On a essayé de réduire au maximum. Qu'on n'ait pas des trompes la mort. Hein. En tout cas, quand on a découvert les images de la Bérarde après coup, on les revoit là, complètement ravagées, où effectivement, ce sont des maisons de plusieurs mètres de haut qui sont complètement enfouies sous les décombres. Ça, c'est la maison, on voit bien. De toute façon, elle s'est fait intégralement recouverte. Je n'avais pas vu ces images. Je ne suis pas retourné, moi, sur place. Vous n'êtes jamais retourné ? Je suis repassé au-dessus en hélicoptère, comme ça, en retour d'un secours ou en y allant, mais je n'ai pas pris pied au sol. Bon, je ne sais pas si le centre de secours est toujours debout. Il a été épargné ? Il a été épargné, sauf par de l'eau boueuse qui est rentrée dedans, mais globalement, il a été épargné. Ouais. Alors, ce couple que vous avez sauvé, c'est un couple de Belges. Oui. On les revoit après, un secours aussi prenant. Comment ça se passe en général ? C'est vrai que chez nous, on n'a pas trop l'habitude de revoir les victimes qu'on va chercher, etc., pour éviter de tisser des liens, etc. Des fois, ça peut être un peu anxiogène, ça maintient quelque chose. Mais c'est vrai qu'avec eux, ça avait tellement été particulier qu'un mois après, on a fait un repas, on s'est revus à l'occasion de cette remise de médaille, on est en contact. Eux, voilà, il y a des liens particuliers qui ont été créés et forts et qui resteront. Et voilà. J'ai vu que c'était la consécration de votre carrière. C'est ce que vous aviez dit à l'époque de ce secours ? C'est vrai que des secours en montagne engagés, on en fait souvent, hors des caméras. On est aussi engagé, on peut arriver à en faire, c'est vrai, en pleine paroi, etc. Il y a des chutes de pierre, de glace, il faut aller vite, les gens sont pas en très bon état. Mais des secours qui se jouent comme ça, à la minute, avec peu de sans filet finalement, le coup on les fait basculer et tout, c'est vrai qu'il faut éviter au maximum ce genre de situation. On fait nos protocoles d'intervention, entre guillemets, nos techniques d'intervention font que on est en sécurité au maximum. Et là, c'était un peu sans filet, et voilà. Je suis content de l'avoir fait, je suis content d'avoir sauvé 2 personnes, mais il ne faut pas en tirer des glorioles parce que c'est un secours qui aurait pu très très mal se passer. J'ai des collègues qui ont pris beaucoup moins de risques pour faire des secours et ça s'est moins bien passé pour eux, voire ils sont décédés, donc j'ai vraiment pas envie de tirer de la gloire ni quoi que ce soit. C'est très bien que ce soit passé comme ça et voilà. Vous le dites, hein, c'est un métier dangereux, même si là on est sur une issue favorable. Vous avez perdu plusieurs de vos collègues ces dernières années lors d'interventions. J'avais vu une interview de vous, vous disiez que 13% des effectifs global de la SRS Alpes mouraient en service. C'est énorme comme pourcentage. Oui, on a un taux de mortalité élevé, que ce soit en entraînement de par la pratique du milieu ou en secours. Hein. Le milieu grenoblois s'en souvient encore. Hein. Pendant quelques années, ces 10 dernières années, on a été très durement touchés. La spécialité à titre de la CRS a été touchée au printemps dernier. L'automne d'avant, c'était le PGHM. Je veux dire, on fait le même métier. Et c'est un cercle, c'est récurrent, ça arrive. On sait que ça réarrivera malgré tous les protocoles de sécurité. On est dans un milieu qui est engagé. On prend les risques mesurés au mieux qu'on peut, mais c'est cette relation que j'expliquais tout à l'heure, le feeling par rapport à l'engagement comme un alpiniste. J'imagine quand Benjamin Védrine il fait un K2, il mesure le pour et le contre, sa condition physique, etc. Nous, on ne fait pas des K2, on va chercher des gens, mais pareil, on est toute une équipe, on discute entre nous, comment tu le sens, tu te sens, tac, ok. Il y a le pilote, le mécano qui voit aussi d'un autre œil, le médecin, oui, il y a une vraie plus-value à y aller tout de suite, on peut attendre, enfin voilà. Les images impressionnantes qu'on a vues, qu'est-ce qu'il est filmé ? C'était un de vos collègues dans l'hélico qui a eu cette présence d'esprit, parce que j'imagine que vous ne filmez pas toutes vos interventions. Non, alors des fois on a des GoPro, etc., quand il y a des médias ou des GoPro personnels. Non, là c'est le mécanicien qui est pas du tout un adepte de la technologie et tout pourtant, mais qui s'est dit tiens, je vais filmer, de toute façon je suis au-dessus, j'ai le temps. Et c'est vrai que les images sont restées, et les siennes du patin, et des riverains des badauds qui étaient sur les berges, des rescapés qui étaient sur les berges, qui ont aussi filmé. C'est vrai que ce secours, il n'y aurait pas eu de vidéo, on n'en aurait jamais entendu parler.
Voilà, c'est l'occasion d'en reparler, même si c'était il y a un an, puis de célébrer le savoir-faire des secouristes isérois qui a été reconnu donc, à l'occasion de cette cérémonie. Damien, il nous reste une dernière rubrique dans cette émission, finie par la photo finish. Vous allez découvrir en quoi ça consiste juste après ce petit jingle. Allez, je vais vous montrer une photo qui doit normalement vous évoquer quelque chose. Ah oui. Elle a été prise par un de vos collègues. Par moi. Ah, mais par vous en plus. Alors, je ne savais ouais. pas qui était derrière la photo, mais ça tombe bien. C'est moi qui ai pris la photo. Ouais. On peut rappeler où on se trouve à ce moment-là? Eh ben, on est derrière la croix de la dent de Crawl, dans le plateau qui descend après sur Perquelin, etc. Oui, c'était il n'y a pas très longtemps, mi-novembre, je crois, de mémoire. Oui, tout à fait. Là, c'était un gros week-end où on a eu plein d'appels de ce type. Des gens qui sont partis en montagne, qui n'ont pas forcément regardé la météo. Et il y a eu une chute de l'isomètre 0 degré assez bas avec des précipitations. Donc froid plus précipitation dit neige dans une certaine mesure. Et en l'occurrence en assez bonne quantité. Donc là, on voit que ces jeunes filles, elles sont encore à moitié en pyjama, jogging avec des petites chaussures de marche. Pas du tout adaptées à affronter la dent de crawl à la descente sans crampons ni piolets. Et du coup, le lendemain matin, on a décidé d'aller chercher pour pas qu'elles tombent dans la descente de la dent de crawl. Et en fait, elles n'avaient même pas réussi à démonter leur tente, etc. Donc, elles étaient encore en pyjama d'ailleurs et on les a assistées jusqu'au bout. Mais il faut savoir que parallèlement, j'ai des collègues qui ont marché toute la nuit pour aller chercher des gens qui, pareil, sont fait bloquer dans la tempête. On en a fait marcher d'autres jusqu'au refuge d'hiver de la Muselle qui s'était fait bloquer par le mauvais temps et qui voulaient qu'on vienne leur porter leur sac. Enfin bon, c'était un week-end assez particulier. Et voilà, s'il y a quelque chose à retenir, c'est prenez la météo, renseignez-vous sur les conditions de la montagne. Ça vous énerve ou ça vous fait rire ce genre de secours qui se termine bien, qui est assez anodin, mais qui finalement mobilise quand même des moyens importants? Alors nous, on est content de voir que la montagne est pratiquée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, on répétera jamais assez qu'il faut se renseigner sur les conditions de la montagne qui peuvent évoluer très vite. Même en plein été, on peut avoir un épisode orageux qui amène de la neige. Donc, on se retrouve avec des petites chaussures de trail ou de randonnée, pas du tout adaptées à la neige et la glace. Et là, du coup, les sentiers abrupts peuvent devenir de vrais toboggans et on peut sauter des barres rocheuses et se tuer. Donc, avant de partir en montagne, il faut vraiment se renseigner sur les conditions et sur son niveau physique, si on est apte à aller et aussi redescendre avec son matériel. Parce que ça, on a eu aussi beaucoup d'abandon de tentes, notamment au lac de la Muselle. Voilà. La sortie, c'est du début à la fin, en aller-retour, et il faut vraiment prendre en compte les conditions de la montagne qui changent très vite. On n'est pas sur un stade de foot. Ouais. Mais on est content que les gens aillent en montagne. Peut-être se méfier des réseaux sociaux qui vendent des fois des destinations pas si accessibles que ça. Voilà, exactement. Les réseaux sociaux, les vidéos, ça lise tout sur la difficulté. Même nous, quand on voit des alpinistes très forts faire des trucs, on se dit, ouais, super. Mais en fait, non, c'est extrême. Donc, pareil, à chacun son niveau, bien se renseigner sur ce qu'on projette de faire. Et il ne faut pas hésiter à appeler le secours en montagne et demander conseil. Bon, merci pour cette petite photo finish, Damien Fillon. De toute façon, là, le bivouac à la dent de crawl jusqu'au printemps, c'est à déconseiller à tout le monde. Voilà. Si la saison se passe bien. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau du Plus. Vous pouvez retrouver cette émission comme toutes les autres en replay sur le site telegrenop.net.